Dans les années 1300, s'endormir équivalait à jouer sa vie au dé. Des familles entières s'entassaient dans un lit, partageant leur souffle pour ne pas mourir gelés. Les enfants se réveillaient les doigts gelés, les draps transformés en glace. La petite ère glaciaire faisait de chaque nuit un combat mortel. Quel secret désespéré gardait les dormeurs médiévaux en vie? Imaginez-vous en tant qu'agriculteur dans les années 1300. En Europe, vous êtes coincé dans ce que les gens appellent le petit âge glaciaire. Il fait si froid que tout semble geler tout le temps. Votre maison est construite en bois et en tête. Le vent glacial s'infiltre par chaque petite fissure. La neige s'accumule si haut devant votre porte que vous pouvez à peine l'ouvrir. Comment dormir sans se transformer en bloc de glace? Pour les gens de l'époque, le sommeil n'était pas seulement une question de repos, c'était une question de survie. Le petit âge glaciaire n'était pas seulement une mauvaise tempête d'hiver, c'était des centaines d'années de nuits glaciales qui ont changé la façon dont les gens vivaient toute leur vie. De 1300 à 1800, l'Europe est devenue beaucoup plus froide, la température a chuté, les étés sont devenus très courts et les hivers semblaient durer éternellement. Les nuits étaient si froides, surtout au nord, qu'il pouvait même geler en juin. C'est comme avoir un temps d'hiver au milieu de l'été. Pour les familles agricoles ordinaires, cela n'était pas juste ennuyeux, c'était effrayant et dangereux chaque jour. Alors, le sommeil que nous pensons être sûr et normal est devenu comme jouer au dé avec la mort. Si vous vous endormiez au mauvais endroit sans assez de chaleur, vous ne pourriez peut-être jamais vous réveiller. Les engelures pouvaient geler vos doigts et vos orteils. Votre corps entier pouvait devenir si froid qu'il cessait de fonctionner. La maladie se faufilait dans la nuit silencieuse comme un monstre sournois, mais les gens sont résistants, ils trouvaient des moyens de continuer, des villages entiers ont changé la façon dont ils passaient leur journée, ils entraient chez eux beaucoup plus tôt pendant les mois d'hiver. L'obscurité et le froid forçaient les gens forçaient les gens à se coucher bien avant nous. Aujourd'hui, quand ils se réveillaient, leur ras de doux pouvait être gelé et solidifié par la glace. Dans les églises où vivaient des moines, les hommes saints écrivaient que le froid les mordait même lorsqu'ils prenaient leur temps pour prier. Les chevaliers devaient porter de lourds manteaux juste pour rester au chaud. Les personnes qui écrivaient sur ces temps-là disaient que les rivières gelaient si durement que des chariots tirés par des chevaux pouvaient y passer. Si l'eau devenait aussi dure que la pierre, imaginez ce qui arrivait au corps des gens lorsqu'ils restaient immobiles et essayaient de dormir. Le petit âge glaciaire rendait chaque nuit comme un combat pour la survie. Mais au lieu d'utiliser des épées ou des boucliers, les hommes et les femmes du Moyen-Âge utilisaient des habitudes, des astuces familiales anciennes et la force qu'ils trouvaient dans la solidarité. L'histoire de la façon dont ils dormaient n'est pas une question de confort, c'est une question de survie. Lorsque le froid poussait contre les maisons médiévales, il n'y avait presque rien pour le tenir à l'écart. Contrairement aux châteaux en pierre épais où vivaient les rois, les gens ordinaires vivaient dans de petites maisons faites de bois et d'un matériau appelé torchis. C'est simplement de la terre mélangée à de la paille. Les murs étaient fins et souvent craquelés. Le vent s'infiltrait par ces interstices comme un voleur invisible volant toute la chaleur. Les sols étaient faits de terre tassée. Cela signifiait que le froid remontait du sol directement dans les os de quiconque s'allongeait. Les toits étaient faits de paille, de roseaux ou d'herbes séchées tissées ensemble. Ils pouvaient paraître jolis et en photo, mais en hiver, ils ne retenaient pas beaucoup de chaleur à l'intérieur. La neige s'accumulait au-dessus et fondait, goûtant de l'eau froide dans les pièces en dessous. Les familles essayaient de bloquer l'air froid avec des peaux d'animaux ou des morceaux de tissu. Mais le type d'isolation que nous avons dans les maisons d'aujourd'hui n'existait tout simplement pas à l'époque. La nuit, toute la maison devenait comme un réfrigérateur géant. Le feu au milieu de la pièce était la seule chose qui se battait contre le froid. Mais le bois coûtait beaucoup d'argent et la fumée remplissait toute la pièce lorsqu'il n'y avait pas de cheminée ou lorsqu'elles étaient mal construites.
À minuit, le feu brûlait généralement jusqu'à ne devenir que des braises incandescentes. L'obscurité prenait le relais et avec elle venait un froid glacial qui s'accrochait à chaque chose dans la maison. Les enfants se blottissaient contre leurs parents, les personnes âgées se repliant dans les coins. Même sous de lourdes couvertures en laine, les gens ne cessaient jamais de frissonner. Les familles les plus pauvres n'avaient même pas de couverture. Elles se contentaient d'anciens manteaux cousus ensemble ou de paille étendue sur le sol. La maison médiévale n'était pas un endroit sûr pour se cacher de l'hiver. C'était un rappel que l'hiver était toujours là. Chaque fois que le vent grinçait contre les murs, chaque rafale qui s'infiltrait à l'intérieur disait aux gens la même chose. Le sommeil ne viendrait pas facilement et rester au chaud n'était jamais garanti. Dans le froid glacial des nuits médiévales, les corps des gens devenaient la meilleure source de chaleur qu'ils avaient. Les familles avaient compris que rester en vie était plus facile lorsqu'elles dormaient toutes ensemble. Un lit pouvait accueillir des parents, des enfants et parfois même des serviteurs. Ce n'était pas seulement une question d'amour, c'était une question de ne pas mourir. La chaleur corporelle partagée pouvait faire la différence entre être confortable et se réveiller avec des bras et des jambes gelés. Les lits médiévaux étaient souvent très larges, pas parce qu'ils étaient raffinés, mais parce qu'ils devaient être pratiques. Plus de corps, que signifiait plus de chaleur dans les maisons des pauvres. Un simple cadre en bois rempli de paille pouvait accueillir beaucoup de gens. Dans les foyers plus riches, de somptueux lits sculptés avec des matelas en plumes suivaient toujours la même règle. Plus il y avait de personnes dans le lit, plus tout le monde restait au chaud. Pour les enfants, le sommeil signifiait souvent être serré contre un parent ou un grand-parent. Différentes générations s'enroulaient toutes ensemble sous la même couverture. Ils formaient ce que certains experts en histoire appellent un nid de personnes. C'était très intime où personne n'avait de vie privée. La respiration de chacun devenait comme un grand rythme. Le lit était comme une cheminée faite de personnes et de tissus. Il éloignait le gel en maintenant chacun proche de l'autre. Même en dehors des familles, les gens partageaient les lits dans les auberges et les monastères. Les voyageurs devaient souvent dormir à côté d'inconnus complets. Leur besoin de rester au chaud était plus important que la gêne que cela pouvait engendrer. Dans les maisons religieuses où vivaient des moines, les nouveaux étudiants et les frères plus âgés partageaient de petites chambres. Bien, Beard, la chaleur des corps ensemble était tout aussi importante que la prière. Dans un monde sans chauffage, un lit n'était jamais juste un lit. C'était un moyen de survivre, un lieu de rencontre, un fort chaud construit non pas en bois ou en pierre, mais avec les personnes à l'intérieur. Bien que rester proche aidât, ce sur quoi les gens dormaient et sous quoi ils dormaient décidait aussi s'ils passeraient la nuit. Pour les pauvres, les matelas n'étaient rien d'autre que des sacs remplis de paille, d'herbes séchées ou de feuilles anciennes. Ces lits en paille étaient un rêche, les insectes les adoraient et ils s'aplatissaient très vite. Mais même cette barrière faible entre la peau et le sol gelé pouvait faire la différence entre vivre et mourir. Les riches avaient plus de confort. Les lits en plumes remplis de duvet d'oie ou d'autres matériaux doux créaient un coussin qui retenait beaucoup mieux la chaleur, mais même les familles riches ressentaient la morsure du froid lorsque l'hiver devenait vraiment rude. Les couvertures étaient les véritables protectrices du sommeil. La plupart étaient faites de laine, épaisse et lourde. Parfois, les gens superposaient 2 ou 3 couvertures à la fois, mais la laine, bien qu'elle soit chaude, ne pouvait pas toujours gagner contre l'humidité ou le gel dans les endroits où il faisait vraiment froid. Les familles faisaient une preuve de créativité avec des peaux d'animaux. Elles superposaient des fourrures sur leurs couvertures pour plus de chaleur. Il est facile d'imaginer une nuit médiévale, le crépitement d'un feu mourant, le grincement des planches en bois dans le vent et le poids de la laine qui pesait. Cela retenait à la fois la chaleur et l'odeur du travail de la journée. Les riches pouvaient rêver sous des couvertures brodées élégantes. Les pauvres dormaient sous d'anciens manteaux raccommodés, mais tous luttaient contre la même bataille, contre le froid qui s'approchait du lit. Les matelas et les couvertures, qu'ils soient simples ou raffinés, étaient plus que de simples objets de maison. Ils étaient des armes dans la guerre nocturne contre le petit âge glaciaire. Sans eux, même la personne la plus forte pouvait céder au froid avant le matin. Pour les personnes à qui pouvaient se le permettre, le feu
était le plus précieux ami de la nuit. Dans les maisons plus riches, les chambres avaient des cheminées en pierre où les bûches crépitaient et lançaient des étincelles jusqu'à très tard. La lueur des flammes signifiait plus qu'une simple lumière. Cela voulait dire rester en vie. Mais même les riches trouvaient que le combustible coûtait cher, le bois devait être coupé, séché et transporté. À mesure que les forêts diminuaient parce que tout le monde avait besoin de bois, le prix montait sans cesse. La plupart des pauvres agriculteurs n'avaient qu'un seul feu dans leur maison d'une pièce. Le feu était maintenu durant la soirée, mais à minuit, les flammes ne devenaient que des braises incandescentes, ne laissant qu'une petite lumière. Les familles se blottissaient davantage alors que le froid s'infiltrait. Elles savaient que le feu ne pouvait pas être alimenté toute la nuit sans utiliser tout leur précieux bois. Les gens faisaient preuve d'inventivité avec des outils. Le réchauffeur de lit était une poêle en métal remplie de braises chaudes. Elle a été glissée entre les draps avant de dormir pour chasser l'humidité. Dans certaines régions, des pierres étaient chauffées près de la cheminée, puis enveloppées dans un tissu ou placées dans des pots en argile pour dégager de la chaleur sous les couvertures. C'était un petit réconfort qui ne durait pas longtemps, mais c'était vraiment important. Pourtant, le feu pouvait être dangereux. Trop de fumée remplissait les poumons des gens. Des étincelles pouvaient enflammer les toits en herbe. Et pour beaucoup de gens, il n'y avait tout simplement pas assez de bois pour garder le feu allumé jusqu'à matin. Ainsi, le froid n'était pas juste un climat, c'était un rappel que vivre pauvrement signifiait compter chaque rondin et chaque braise. Quand les couvertures et les feux n'étaient pas suffisants, les gens se tournaient vers leur dernier rempart contre la nuit, les vêtements. Contrairement aux légères pyjamas ou aux chemises de nuit d'aujourd'hui, les vêtements de nuit médiévaux ressemblaient presque exactement à des vêtements normaux. Des couches de laine, de lin et parfois de fourrure. Les pauvres agriculteurs allaient souvent se coucher dans les mêmes vêtements qu'ils avaient portés toute la journée. Ils ne voulaient pas retirer leur seule protection contre le froid. Des chemises en laine rugueuse, des pantalons épais et de lourds manteaux servaient aussi de vêtements de nuit. Les gens chanceux avaient des vêtements conçus uniquement pour dormir, de longues chemises en lin, de lourdes chemises de nuit et des chaussettes épaisses pour garder les jambes au chaud. Mais l'article le plus célèbre était le bonnet de nuit. C'était un simple bonnet en laine ou en lin attaché sous le menton. Il couvrait la tête, qui est la partie du corps qui perd le plus de chaleur. Les images de la fin du Moyen-Âge montrent souvent des dormeurs enveloppés sous de lourdes couvertures, avec leur visage caché sous des bonnets pointus ou arrondis. Loin d'être juste un joli chapeau, c'était absolument nécessaire. Des chaussettes, des mitaines et des chemises superposées complétaient la tenue. Certaines personnes qui écrivaient sur cette période décrivent même des gens enroulant du tissu autour de leurs pieds ou portant plusieurs chapeaux à l'intérieur de la maison. Dormir ne concernait pas l'apparence, c'était une question de protection. Pour nous, l'idée de grimper dans un lit entièrement habillé peut sembler trop chaud et inconfortable. Pour les dormeurs médiévaux, c'était aussi naturel que respirer. Les vêtements étaient comme une armure et chaque couche était une promesse que le matin viendrait. Pour de nombreux pauvres agriculteurs, la chaleur ne venait pas seulement de la famille, elle provenait des animaux même dont ils avaient besoin pour survivre. Dans la campagne, les maisons étaient souvent partagées avec des animaux de ferme, vaches, chèvres, moutons et parfois même des cochons. Ce n'était pas juste une commodité, c'était nécessaire. Une vache, avec son gros corps et sa respiration régulière, dégageait de la chaleur comme un fourneau vivant. Les moutons et les chèvres ajoutaient leur chaleur à l'air. Les poules dormant à l'intérieur produisaient de petites bouffées de chaleur. Ces animaux n'étaient pas seulement de la nourriture et une aide pour le travail. Ils étaient des compagnons silencieux durant les nuits d'hiver. Leur corps contribuait à rendre une hutte à une seule pièce quelques degrés plus chaud. Parfois, cela faisait la différence entre avoir des engelures et être en sécurité. Bien sûr, cette proximité avait ses inconvénients. L'odeur des excréments d'animaux, le bruit constant des sabots et les sons occasionnels des animaux brisaient le silence de la nuit. Les puces, les poux et d'autres insectes adoraient ces conditions. Mais pour les familles médiévales, rester en vie était plus important que d'être confortable.
Séparer les animaux des gens durant les mois les plus froids signifiait risquer de perdre les deux. Les visiteurs de régions plus chaudes écrivaient souvent avec choc au sujet de ces arrangements de vie. Mais pour ceux qui vivaient au cœur du petit âge glaciaire, c'était un choix judicieux. Les humains et les animaux se blottissaient contre le même ennemi, l'obscurité glaciale. Dans ces espaces partagés, la maison médiévale devenait une grange, une chambre à coucher et un abri tout à la fois. Le souffle du bétail se mêlait aux soupirs des enfants endormis. La chaleur n'était pas seulement humaine, elle était animale, partagée par tous et brute. Aujourd'hui, nos chambres sont bien isolées, nos couvertures sont douces et nos chauffages peuvent être programmés. Pourtant, curieusement, de nombreuses personnes choisissent désormais ce que les paysans médiévaux craignaient le plus, le froid. Les scientifiques du sommeil ont découvert que des pièces plus fraîches aident à déclencher les rythmes naturels du corps. Elles abaissent la température corporelle et aident l'esprit à entrer dans un état de repos. Ce qui était autrefois un ennemi est devenu, lorsqu'il est utilisé avec précaution, un outil utile. Les experts modernes du sommeil conseillent souvent aux gens de maintenir les pièces entre 15 et 19 degrés. Cette plage, autrefois insupportable pour les paysans dans des huttes à murs fins, est désormais quelque chose que les gens recherchent pour une meilleure qualité de sommeil. Les couvertures lestées imitent les lourdes couvertures en laine du passé. Mais maintenant, elles sont vendues comme des articles de luxe plutôt que comme du matériel de survie. Même l'idée de superposer des vêtements la nuit continue. Les pyjamas en flanelle, les chaussettes épaisses et les bonnets tricotés nous rappellent la pratique médiévale de se couvrir contre le froid. Maintenant, ces choix sont des choix de confort, pas de désespoir. La technologie ajoute encore plus d'ironie. Les couvertures électriques, les matelas chauffants et le contrôle de la température signifient que la chaleur est toujours un interrupteur prêt. Mais certaines personnes ouvrent délibérément leurs fenêtres en hiver ou utilisent des oreillers rafraîchissants pour retrouver la sensation d'un sommeil frais. Ce que les paysans médiévaux ont traversé pour survivre, les dormeurs modernes le recherchent pour être en bonne santé. Le lien entre le passé et le présent est incroyable. Nos ancêtres craignaient les courants d'air glacé qui glissaient à travers les fissures. Aujourd'hui, nous y mettons de l'argent pour le recréer en quantité contrôlée. Le sommeil froid est passé de cauchemar à choix de style de vie. Cela montre comment des astuces de survie peuvent se transformer en tendance lorsque le danger est disparu. Dans les hivers rigoureux du petit âge glaciaire, les nuits médiévales s'étendaient à jamais. L'obscurité durait de 14 à 16 heures, bien plus longtemps que quiconque ne pouvait dormir d'un seul coup. De cela est né un rythme que les personnes intelligentes appellent maintenant le sommeil segmenté. Les agriculteurs pauvres et les nobles riches allaient souvent se coucher peu après la tombée de la nuit. Leur corps était enveloppé dans des couches de laine et de paille. Après 4 ou 5 heures, beaucoup se réveillaient au milieu de la nuit. Mais ce réveil n'était pas effrayant, il était attendu. Les gens se levaient silencieusement, remuaient la cheminée ou ajoutaient une bûche au feu avant de retourner au lit. Certains profitaient de ce temps pour prier, chuchotant des psaumes à la lumière faible des braises incandescentes. D'autres parlaient doucement avec les membres de leur famille, racontaient des histoires ou même visitaient des voisins dans le calme. Les médecins et les gens intelligents de l'époque appelaient ces pauses l'espace entre le premier sommeil et le second sommeil. C'était un rythme naturel qui s'adaptait aux longues nuits froides. Le corps se reposait en 2 parties, séparées par un moment de réflexion silencieuse. Au matin, après le second sommeil, les gens se levaient pour commencer leur journée. Ce schéma, étrange pour nous maintenant, était normal pour eux. Le froid le rendait possible. Les feux nécessitaient de l'attention et la nuit était trop longue pour passer totalement à dormir. De cette façon, le sommeil n'était pas un bloc solide d'inconscience. C'était comme un tissu tissé de repos, de prière et de travail silencieux. Cela montrait à la fois la nécessité et comment les gens s'adaptaient. C'était un autre signe de la manière dont les gens médiévaux pliaient leur vie pour s'adapter aux exigences de la glace. En repensant à ces siècles gelés, il est difficile de ne pas être émerveillé par la résistance des dormeurs médiévaux. Sans isolation, sans chauffage central et sans les jolies choses que nous tenons pour acquises, ils ont survécu à des nuits qui pouvaient tuer.
Leurs astuces, partager des lits, superposer des vêtements, garder des animaux à l'intérieur, se réveiller entre deux sommeils, n'étaient pas des inventions pour le confort. Elles étaient pour la survie. Le petit âge glaciaire a forcé la créativité par désespoir, les réchauffeurs de lits remplis de braise, les bonnets de nuit bien ajustés, les matelas de paille pressés contre le sol gelé. Tout cela montre des humains qui refusaient d'abandonner. Ils acceptaient le froid, non pas comme quelque chose qu'ils pouvaient vaincre, mais comme une force à endurer ensemble. Et il y a une leçon là-dedans. Aujourd'hui, nous pensons que le sommeil est perte personnelle, un refuge privé derrière des portes verrouillées. Mais pour les gens du Moyen-Âge, le sommeil était partagé. C'était un acte de partage, de chaleur, de confiance dans les corps pressés de près, de respirer le même air, tout en luttant contre l'obscurité. Dans leur monde, le froid testait non seulement le corps, mais également les liens entre les personnes. La survie nécessitait une proximité entre maris et femmes, entre différentes générations, même entre humains et animaux. Peut-être que c'est la sagesse la plus profonde que leur nuit nous laisse. Le confort ne vient pas seulement du feu ou de la laine, mais de la chaleur de l'autre. Dans le silence de l'hiver, ils ont survécu parce qu'ils ont survécu ensemble.